Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Armand et je vais vous faire un petit retour sur les Django Kong 2013. Donc, juste avant de commencer, pour ceux qui... une petite annonce. J'expliquerai pourquoi après ce slide, mais voilà, en fin de conf, il y aura un indice sur le lieu des DjangoCon Europe 2014. Voilà, ça c'est juste pour ceux qui sont au courant. Voilà. Donc d'abord, je vous dis qu'on va faire un retour sur les Django Kong. Qu'est-ce que c'est qu'une Django Kong? Alors une Django Kong, c'est un mot à tiroir, c'est Django, Kong et un G. Donc Django c'est un framework web, c'est le framework web en Python. Voilà, qui ne connaît pas Django ici? Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Django, j'ai prévu une petite slide pour expliquer très rapidement ce que c'est que Django. Donc c'est un framework web, ça je l'ai déjà dit. C'est en Python, c'est logique puisqu'on a la PyCon. C'est un framework non minimaliste. Donc ça veut dire que c'est bien, puisque du coup vous n'avez pas à faire plein de choix compliqués, quel ORM je prends, quel logiciel template quel système de template je prends, etc., etc. Vous avez déjà tout qui est choisi pour vous. Donc les meilleurs choix possibles ont déjà été faits. Il y a un ORM super cool, un moteur de template super sympa, l'authentification est gérée, les formulaires sont gérés. Voilà. Il y a plein de choses qui sont... Voilà, c'est non minimaliste, c'est mieux. Donc il y a une gestion, donc il y a un ORM, il y a une gestion des formulaires qui est mise en place. Dire que vous allez définir vos modèles en base de données. Après, vous aurez juste à dire, hop, je veux un formulaire pour ce modèle, et il sera, voilà, vous aurez un formulaire HTML qui sera généré, vous allez pouvoir faire de la validation, etc. Il y a une partie administration qui est gérée. Qu'est-ce que ça veut dire que la partie administration? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir pour un back-office qui va être généré de manière automatique par Django, juste en déclaratif. Donc vous allez avoir un modèle. Imaginons par exemple que vous voulez avoir une appli Django qui gère des poneys. Donc vous allez avoir un modèle poney, chaque poney a son super pouvoir. Le logo de Django, c'est un poney qui vole. Donc vous avez le front office super joli pour que les gens qui utilisent votre site puissent choisir leur poney, de choisir leur pouvoir, mais vous avez besoin d'un back. Là, Django vous aide, Django fait que ça va aller vite, parce que vous allez pouvoir, de manière déclarative, générer une interface back-office d'administration qui va vous faire tout ce qui est CRUD, etc., juste en déclarant 4, 5, 10 petites lignes dans un fichier. Donc voilà, maintenant que tout le monde ici sait ce que c'est que Django, on va passer aux deuxième partie, pour conférence, donc comme les acronymes classiques de conférence, donc comme la DjangoCon, etc. Là, c'est pour conférence. Et G, c'est parce que c'est dans le sud, donc on a un accent qui chante, donc on met un G à la fin des mots. Donc les Django Kong sont dans le sud. Donc, pourquoi est-ce que, je fais un point sur ces rencontres, pourquoi est-ce qu'on fait des rencontres? Parce que après tout, qu'est-ce qui est le plus important dans un framework? Quand on veut utiliser un framework, que ce soit un framework web, un framework n'importe lequel, quand on veut utiliser une lib, qu'est-ce qui est important en vrai? Bon d'accord, la couverture de test, la documentation, le fait que les perfs, ça c'est important. Mais qu'est-ce qui est encore plus important que ça? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment ou à un autre, vous allez continuer à l'utiliser, vous n'allez pas l'utiliser, ou vous allez arrêter, vous allez passer à un autre, vous allez dire, bon voilà, il y a... Aussi, là il y a le salaire aussi, mais non, moins, il y a la communauté des gens. Il y a les gens qui l'utilisent, les gens qui sont autour, les gens qui font des choses avec, les gens qui vont pouvoir vous aider quand vous allez démarrer, typiquement les deux personnes qui n'avaient pas accès à Django. Après ma conf, là, vous allez vous dire Django, c'est super bien, Jean-Michel nous a convaincus, on s'y met, comment est-ce qu'on fait? Et donc là, vous allez aller sur le net, vous allez voir que le site est super bien, la doc est bien faite, les tests sont bien, c'est le meilleur framework du monde, mais en plus, les gens qui font du Django sont cool, parce que ils vont vous aider sur IRC, ils vont vous aider dans la mailing list, etc. Et il y a des rencontres, comme les Django Kong. Donc voilà, donc, ce qui est important, à mon avis, quand on choisit une techno, c'est la partie humaine de la techno, c'est la partie, donc, c'est quand vous allez débuter, est-ce qu'on va vous aider ou est-ce qu'on va vous sortir une grosse carte RTFM? Est-ce que vous allez avoir des explications claires? Est-ce que vous allez avoir des gens sympas? Est-ce que vous aurez des Django apéro à la manière de l'Afpiro où vous allez pouvoir poser des questions, échanger, voir ce que les autres font pour vous nourrir de ce qu'ils font? En France, pour Django, il y a ça, c'est le Django Kong. Donc, c'est fait depuis 2010. En fait, c'est presque la faute à PyCon.fr, puisque c'est une initiative au départ, après un Afpiro de demi-PyCon, où on s'est dit, on va faire un événement, ça manque, il y en a partout, il y en avait déjà en Europe, il y en avait dans d'autres pays, on va faire un événement de Django Kong qui fera que les développeurs francophones Django, pas que les Français, les Suisses peuvent venir, les Belges aussi, hein, donc voilà, tous les développeurs francophones peuvent venir et vont se rencontrer pendant un jour, 2 jours, et vont échanger et vont apprendre des choses. Donc ça a commencé à Marseille, et après on a changé, on change chaque année, c'est une nouvelle ville. Donc il y a 2 règles importantes pour les Django Kong, forcément, c'est les 2 règles qu'on est obligé de tout le temps respecter. Ça ne doit pas être à Paris, et voilà, parce que ça c'est pas possible, il y a trop de choses à Paris, donc ça ne doit pas être à Paris. Et la deuxième chose, c'est que ça doit forcément être dans le sud, parce que le nom, le G à la fin,
faut que ça soit dans le sud, sinon c'est pas bien. Donc cette année, c'était à Belfort. Donc pas à Paris, on est bon. Le sud de l'île, on est bon aussi. Donc c'était à peu près bien. Donc, voilà, donc cette année, on a respecté les 2 règles. C'est à Belfort. En plus, il y avait un lion, c'est presque comme un poney, donc c'est bien. Donc c'était il y a un mois, au final. Donc il faisait beau, il faisait presque chaud, on a pu se baigner. Donc voilà, donc c'était 28-29 septembre à Belfort. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une DjangoCon au niveau programme? Ça tient sur 2 jours. Le samedi, on a des conférences, des lightning, des barcamps en fin de journée. Le samedi soir, il y a une soirée réunion où on peut discuter, coder pour ceux qui veulent absolument, ou faire des jeux de plateau, voilà. Et le dimanche matin, il y a des sprints, ou de temps en temps dodo, et soit tourisme, soit sprint encore. Donc on était à Marseille, c'était effectivement tourisme. Là, à Belfort, il y a un peu. Il y en a des gens qui sont allés faire un tour, sinon c'était encore du code. Donc voilà, c'est orienté sur 2 jours. Le premier jour, c'est vraiment, on va apprendre des choses techniques, donc on va vraiment faire du Django, et le second jour, c'est on code un peu, et puis on visite, on se déstresse, on s'aère un peu. Donc cette année, on a eu 15 conférences, 8 Lightning Talks. Donc c'est des petites conférences, ça veut dire qu'on est sur un format de 15 minutes plus 5 minutes de questions, et le Lightning, c'est que 5 minutes sans questions. Et on a fini avec 8 sessions de barcamp, donc 8 sessions. Je garde le temps parce que... Donc les sujets étaient assez variés. On a eu pas mal de sujets de retour d'expérience, donc des retours d'expérience techniques autour de Django. Typiquement, Goulwan qui est venu parler de Green Bureau, où ils ont changé beaucoup de choses en infra. Ils avaient du MongoDB, ils ont enlevé MongoDB parce que voilà, Mongo. Ils avaient du Celery, ils ont enlevé Celery. Ils avaient beaucoup de Django, ils ont réduit la surface fonctionnelle de Django pour mettre des choses un peu plus light devant parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de tout Django. Donc il y a eu des rencontres, des retours d'expérience à ce niveau-là, d'autres retours sur comment est-ce qu'on a utilisé Django pour faire un système de cartographie des bactéries, comment est-ce que Django a été utilisé pour faire en Suisse un système de catalogue sur tout ce qui était plantes. Donc il y a eu pas mal de retours d'expérience et des retours d'expérience d'usage aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand on est une équipe d'un certain nombre et qu'on doit faire des releases toutes les semaines, et pour faire en sorte que ça marche bien, pour faire en sorte qu'on ne casse pas tout à chaque release. Donc des retours d'expérience sur comment est-ce qu'on a mis en place Django pour faire des choses, donc, ou des retours d'expérience sur comment est-ce qu'on a changé ce qu'il y avait autour de notre Django, voire réduit un peu le périmètre de Django, ou qu'est-ce qu'on a comme usage au sein de notre équipe pour faire des choses bien, pour faire du code qui sent bon et qu'il n'y a pas de problème. Un certain nombre de confs sur des découvertes de fonctionnalités, donc que ça soit avec les nouveautés, donc avec Xavier qui est là, qui se cache, sur les nouveaux modèles dans la nouvelle façon de gérer les modèles user, que ça soit sur comment est-ce qu'on fait de l'internationalisation avec Django, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le traduit, comment est-ce qu'on fait les choses. Sur pas mal, il y a eu un certain nombre de conférences sur les tests, donc comment est-ce qu'on fait des tests, comment est-ce qu'on utilise WebTest, comment est-ce qu'on utilise PyTest, sur du temps réel, donc c'est quelque chose qui est à la mode, mais il y a eu 2 confs sur est-ce que Django est fait pour le faire du temps réel, comment est-ce qu'on fait pour faire du temps réel, donc comment est-ce qu'on met des WebSockets dans Django, ou est-ce qu'on les met dans Django, est-ce qu'on les met à côté. Et quelque chose qui est assez intéressant et qui dénote d'une certaine maturité, je pense, de l'utilisation de Django et des choses, c'est une réflexion sur les pratiques. Est-ce que les pratiques que les gens mettent en place sont les choses qui sont à faire? Est-ce que typiquement, où est-ce qu'on met le métier dans une application web? Comment est-ce qu'on les met dans le... Donc dans Django, il y a quelque chose qui est intéressant qui s'appelle les managers et qui permet de faire, quand vous avez un modèle et que vous allez vouloir souvent faire les mêmes requêtes pour récupérer une même sous-partie de ce modèle-là, on peut mettre en place des managers qui vont vous, entre guillemets, vous encapsuler tout ça. Donc est-ce que c'est intéressant de se faire des managers à ce niveau-là qui vont être du coup qui vont encapsuler des requêtes, ou est-ce qu'il vaut mieux les mettre directement dans les vues? Est-ce que c'est bien d'avoir une architecture classique, ou est-ce que c'est mieux d'exploser nos applications en plein de petites applications qui sont en final des web services, et que les applications parlent entre elles? Donc, la conf d'après parle de web service, donc restez. Donc voilà, est-ce que c'est bien de découper ces applications-là? Comment est-ce qu'on fait pour quand on a une grosse appli qui marche bien, mais qui a un certain historique,
et que pour une raison ou une autre, un cahier des charges qui tombe sur la table, on doit prendre cette grosse appli et lui faire presque exactement la même chose, c'est toujours presque exactement pareil, mais comment est-ce qu'on fait pour démodulariser les choses clairement? Comment est-ce qu'on réfléchit aux choses qu'on fait de manière quasiment automatique, mais à se dire, ben voilà, maintenant on va un peu réfléchir, on va un peu intellectualiser les choses et se dire, est-ce que les trucs qu'on fait de manière automatique, parce qu'on a l'habitude de faire ça depuis 10 ans, on faisait ça avant Django, on continue, est-ce que c'est vraiment la bonne pratique? Et c'est assez récent, il y avait beaucoup moins de conférences de ce type-là l'année dernière, je trouve, et à mon avis, ça dénote d'une certaine maturité des gens et de la communauté qui maîtrise suffisamment bien son outil pour avoir, et qui a suffisamment de recul maintenant sur ses pratiques pour se dire, ben voilà, on fait plein de choses, c'est comme ça qu'on le fait depuis longtemps, mais au final, est-ce que c'est vraiment la bonne façon ou est-ce qu'il faut qu'on chose de façon? Donc c'est des sujets qui ont commencé à apparaître l'année dernière, qui étaient encore plus présents cette année, qui je trouve sont vraiment très intéressants parce que ça apporte beaucoup et ça permet de prendre du recul sur soi-même, de se dire, ben voilà, ben, finalement, est-ce que moi aussi, il n'y a pas des choses que je fais de manière automatique, parce que avant j'étais un petit étudiant et je faisais du PHP, puis après j'ai dû faire le Python, et puis, mais je traîne quand même mes habitudes qui restent, voilà, que je fais, mais est-ce que sur chacune de mes pratiques, est-ce que je peux réfléchir, théoriser un peu et me dire, voilà, ben, finalement, je pourrais faire mieux. Est-ce que c'était bien de venir? Alors j'espère qu'en 9 minutes, 10 minutes, je vous ai convaincu que c'était bien, mais oui, c'est bien, parce que c'est bien pour plein de choses. D'abord parce qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y a plein de conférences dont je n'ai pas forcément parlé, mais je n'ai pas eu le temps. Plein de lighting talks qui sont à la fois rigolos, typiquement un lighting sur les... Je ne sais pas si vous connaissez la série de conf Watt, à base de... voilà, donc là... Mathieu Pilard qui bosse à Libération, qui maintenant bosse à Mozilla, s'amusait à faire un Watt sur Django, donc avec quelques petites... Effectivement, Django n'est pas totalement parfait encore, mais donc il y a de temps en temps quelques petits Watts, donc voilà, donc des petits trucs comme ça, il y a vraiment... Et surtout, c'est intéressant pour le partage qu'on peut avoir, vous le voyez ici à Python, mais là, c'est encore plus visible parce que c'est vraiment sur une techno que les gens utilisent. La communauté de Django est une communauté qui essaye de faire en sorte que les nouveaux soient vraiment bien intégrés, qu'on essaye de les chouchouter un peu, de faire qu'ils se sentent bien, que ça ne soit pas difficile pour eux de commencer. Donc, ça permet vraiment d'à la fois augmenter au niveau de compétences, de rencontrer des gens, et pourquoi pas de trouver un boulot, parce qu'il y a toujours des sponsors qui viennent et qui disent oh, on a plein de boulots, Mozilla avait embauché, Libération embauche. Il y a plein de gens qui tout le temps ont besoin de gens en Django, donc c'est bien d'y aller. Et puis ça fait passer un week-end tranquille dans une ville qui la plupart du temps est sympathique. Même Belfort, c'est bien. Donc voilà, faut venir. L'année prochaine, il y aura, donc là, l'année prochaine, c'est où? Donc l'année prochaine, c'est quelque part. L'année prochaine, il n'y aura pas de Django Kong française, puisque l'année prochaine, la France a eu la chance de gagner le fait d'organiser la grosse conférence européenne, et on s'est dit qu'une conférence nationale plus une européenne, ça serait un peu trop à gérer pour les gens et pour les orgas. Donc l'année prochaine, il n'y a qu'une grosse. Elle est en mai, 13, 14, 15, 16, 17 mai. C'est dans le sud, c'est en PACA. Pour l'instant, le lieu, on ne le dit pas. Il y a un indice en fin de slide, mais voilà, c'est juste parce que c'est plus rigolo de ne pas vous dire où c'est. Vous saurez dans quelques temps. Mais voilà, donc là, ça sera des confs qui seront donc forcément tout en anglais. Il y aura plein de gens, il y aura plein de core dev Django. Et à mon avis, ça peut être l'occasion parfaite de soit vous dire... Là, vous venez de découvrir Django pour les 2 ou 3 personnes qui ne connaissaient pas, et vous dites, ou alors ceux qui avaient regardé il y a un an, qui se disent finalement Django c'est pas trop bien, je vais continuer à faire du ZOP. Là, vous vous êtes rendu compte que finalement Django c'est beaucoup mieux. Vous avez 1 an pour vous y mettre, et dans 1 an, voilà, même si vous débutez en Django, je pense que ça peut être bien de venir à des confs, même si elles sont en anglais, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, et pour échanger, pour apprendre des choses. L'indice c'est Pastis, voilà, l'indice c'est Pastis. Quand avant de donner les slides, il faudra que j'enlève cette slide, mais parce qu'il ne faut pas déconner, hein, ceux qui ne sont pas là, ils n'ont pas le droit. Donc la vidéo, c'est pas grave. Donc j'étais un peu court, mais c'est un peu compliqué. Je ne voulais pas faire un catalogue à l'après-vert de qu'est-ce qu'on a fait en conf, etc. S'il y a des gens qui étaient au conf ici, qui trouvent que j'ai oublié des choses, venez, le micro est là. Et s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent me les poser, il y a encore plein de temps. Des questions? Oui. Alors, oui. Alors,
aujourd'hui, pour l'instant encore, il faut passer par Sauce et l'installer de manière séparée. Ils sont en train de dev le fait que Sauce soit dans Django. C'est pour la 1.7. Donc la 1.6 sort d'ici quelques semaines. Et la version suivante, qui s'y respecte à peu près, devrait être dans 6-8 mois par là, il y aura Sauce sera directement intégré dans l'ORM Django. Donc il faudra toujours faire les migrates, etc. Mais ça sera tout fait dans Django, tout sera prévu, tout sera facile. Et Django sera encore mieux que ce qu'il est aussi. Difficile, mais il y aura encore mieux. Voilà, mais il y aura toujours par contre les migrates à faire, le schéma migration, mais ça sera intégré directement dans le framework, donc ça sera plus facile, tu n'auras pas besoin d'installer une app à côté. Voilà. Et ça devrait régler les quelques petits problèmes qui restent de temps en temps avec Sauce sur certaines petites subtilités de schéma. D'autres questions? Oui. Pourquoi le moteur de template il est tellement bien? Ah, il est un peu lent, d'accord. Jinja. C'est déjà utilisable à côté. Alors c'est quand même un gros serpent de mer depuis quelques années à base de Jinja dans Django, Jinja dans Django. Je ne sais pas s'ils ont... je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une... Xavier, tu... Ouais, mais est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est ça, pour une fois, c'est sérieux. Donc peut-être, question de temps, voilà. D'autres questions? On va rattraper le retard, là, du coup. Ah oui, donc... Donc j'ai 10 minutes qui... Ouais. Donc toi, quand tu es revenu de DjangoCon, plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein de bonheur, est-ce qu'il y a des trucs, tu t'es dit, ah ben ça, demain matin, je change la manière dont je faisais ça, je vais le mettre en application tout de suite, enfin, qu'est-ce que tu as ramené d'actionnable? Ouais, il y a des trucs. Alors, typiquement, il y a toute la partie... Il y a une des confs qui a été faite par Augustin, qui est un core dev, sur la partie sur la gestion des transactions dans 1.6, donc qui sera mieux sur tout ce qui est BD, transactions. Donc ça, je me suis dit, oula, vivement qu'on passe en Django 1.6 parce que ça a l'air trop bien. Sinon, ouais, tu apprends toujours des choses. La conférence, là où quand Eve a parlé de tout ce qui était manager, façon de mettre le métier, ça fait réfléchir, ça fait dire finalement peut-être pas... Voilà, je vais arrêter de mettre des choses dans mes vues et je vais faire des managers un peu, qui peuvent être intéressants au niveau du métier. Il y avait sur les tests, il y avait quelques confs intéressantes sur WebTest, donc il y a Gawel qui a refait une conf, qui en a fait une tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert au Django Kong, et je me suis dit, tiens, peut-être que va falloir... Ouais, il y a toujours des, voilà, il y a des trucs à ce niveau-là qui étaient vraiment sympathiques. Sur le WebSocket, c'était assez bien d'avoir pareil, c'est Augustin qui l'a fait, et il est vraiment pointu sur ce niveau-là, donc d'avoir un retour sur qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut faire, son avis. Bon, alors même si lui, très Tulip à fond, et je ne suis pas forcément autant... fan de Tulip que lui, mais voilà, il y avait des choses qui étaient assez sympathiques à ce niveau-là. Et puis, c'est toujours intéressant, surtout que nous, Boulot, on est une petite équipe de 6, mais c'est intéressant de voir comment, chez Autolib, par exemple, ils bossent et comment est-ce qu'ils arrivent à tenir une release toutes les semaines et à avoir une qualité de code qui a l'air bonne, quoi. Et avoir pourtant une release par semaine et tous les process qu'ils ont mis en place. Il y a une partie assez sympathique que j'avais vu plusieurs fois et à chaque fois je mets des nouvelles choses que j'intègre sur le process, c'est tout ce qui est déploiement continu sans coupure, sans arrêt de service. Donc ça, ils sont assez pointus là-dessus sur Autolib. Et c'est des choses que nous, on essaye de mettre en place au boulot. Et à chaque fois, je rajoute un petit peu des briques de ce que j'entends. Parce que voilà, ouais, c'est vrai que sur certains... Et là, il y avait vraiment un panel très large de gens qui font du Django dans des techniques, dans des domaines et de façon totalement différente. Et tu as toujours plus ou moins des infos. Je suis sûr que même les gens qui n'ont pas la chance de faire du Django, mais qui font un autre framework Python, ça peut être intéressant. On a souvent eu des confs. Il y a 2 ans, il y avait Gawel était venu présenter Pyramide. Il y a 3 ans, un Rubyiste était venu présenter Roar aussi pour nous montrer comment ça pouvait être bien. Bon, au final, c'était pas top, mais voilà, quoi, mais là, je pense que ça apporte même à des gens qui ne sont pas forcément de Django. Alexis, tu veux une question? Ouais. Il y avait aussi Nicolas qui avait présenté Symfony et les... Oui, il y avait Nico qui avait présenté Symfony au début. Ouais, mais ça, c'était... Ça, il faut oublier.
Oui, en fait, je voulais apporter un complément. Alors moi, je suis pas venu cette année, mais l'année dernière, c'était un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que le format des conférences était l'après-midi. Enfin, tu as les conférences le matin, et l'après-midi, c'était vraiment, on fait des petits ateliers sur ce que vous voulez, quoi. Donc, il y avait un tableau, et tout le monde venait, mettait ses idées sur le tableau. Et après, voilà, on se dispatchait un peu où on voulait, on discutait des choses qui nous intéressaient. Et le lendemain, ça permettait d'actionner éventuellement, de se poser avec les gens qui étaient intéressés, de faire un petit peu de code s'il y avait besoin. Oui, il y a la partie. Alors cette année, on a fait un peu moins de barcamp parce que du coup, on avait fait un peu plus de conf. On a un peu shifté au démarrage parce que trouver l'IUT dans Belfort, c'était pas forcément facile pour tout le monde, donc on a commencé un peu en retard. Mais donc du coup, ça a réduit un peu ça. Ouais, mais les barcamps, c'est sympa et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez. D'ailleurs, je crois que vous avez commencé l'année dernière à coder, non? Comment ça? Des beds? Ouais. Ouais, bah on a commencé à coder Ouais, tu as commencé, à ce moment-là. Voilà, c'était au DjangoCon. Je crois qu'on est arrivé avec la première version du truc à DjangoCon à la fin, quoi. Enfin, voilà, donc, et en plus, quand vous venez au DjangoCon, vous pouvez repartir avec un vrai projet et dont un an après, vous en faites une conf à PyCon, c'est bien. Bon, c'est du pyramide, mais... Ouais, bon, fallait pas le dire, ça. D'autres questions? Merci.